Bonjour chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que ça va chez vous, moi tout va bien. Merci d'être là chers amis et n'oubliez pas, bien sûr je le rappelle, surtout pour les nouveaux, hein. Mais il y a même des anciens qui ne s'abonnent pas. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Faites-vous plaisir, mettez-moi un pouce en haut ou en bas comme vous voulez. Et activez la clochette si vous voulez voir cette chaîne grandir. C'est très important. Alors pour vous, ce sera lundi. Je vous souhaite déjà par avance un bon début de semaine. Mais en attendant, mes amis, nous allons faire ensemble un tour d'horizon sur le nouveau dirigeant, enfin nouveau, de la Troisième République. Donc pas si nouveau que ça, mais enfin bon, à savoir Paul Deschanel. Alors c'est curieux parce que Paul Deschanel est né avant le président précédent dont je viens de vous parler la veille. Et il est mort avant. Et donc, il y a eu cette présidence de Paul Deschanel qui est venue après, justement, son prédécesseur. C'est assez curieux. Alors, il est né le 13 février 1855 à Schoenbeek, en Belgique, et mort le 28 avril 1922 à Paris, dans le pays des habitants du fromage. Est un homme d'État, journaliste, écrivain, donc des habitants du pays du fromage. Excusez-moi, président de la République du 18 février au 21 septembre 1920. Vous voyez, tellement que le temps est pourri dans ce pays, à croire que les chemtrails font leur effet, et c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent tuer la population, ils veulent réduire de 2 tiers la population mondiale. Et donc, c'est par notre pays qui commence, par l'Occident et surtout le pays des habitants du fromage. Bon, je poursuis. Pardon pour le coup de colère, mais c'est important, chers amis. Nous sommes dirigés vraiment par des ploucs et des clowns. Alors, je l'ai dit, il est né, voilà. Alors, sénateur des habitants du pays des fromages du 10 janvier 1921 au 28 janvier, avril, pardon, 1922, 1 an, 3 mois et 18 jours, élection 8 janvier 1921, circonscription Eure-et-Loire, d'où il est né apparemment, groupe politique Union républicaine, prédécesseur Louis Vinet, qui était-il cet homme? Oui, bon. Et successeur Henri Villette-Gatté, c'est bien ça? Oui. Président de la République des pays des habitants du fromage, 18 février au 21 septembre 1920. Il n'a pas eu beaucoup de temps, lui. 7 mois et 3 jours. Élection 17 janvier 1920. Président du Conseil Alexandre Mitterrand, futur président de la République des pays du fromage, je vous le rappelle, prédécesseur Raymond Poincaré dont je viens de vous parler la veille. Successeur Alexandre Mitterrand. Voilà. Alors, présidente de la Chambre des députés, 23 mai 1912, 10 février 1920, 7 ans, 8 mois et 18 jours, élection 23 mai 1912, réélection, au fait, est-ce que j'ai mis le... Oh, je ne sais même pas. Oui. Élection 23 mai 1912, excusez-moi, réélection 14 janvier 1913, encore 13 janvier 1914, 1er juin 1914, 12 janvier 1915, 11 janvier 1916, 9 janvier 1917, 8 janvier 1918, 14 janvier 1919, 18 décembre 1919 et enfin 30 janvier 1920. Ouf, on y arrive. Législature 10e et 11e et 12e circonscription, semble-t-il, ou 3e République, prédécesseur Henri Brisson. Voilà, Henri Brisson. Successeur Raoul Perret. Voilà. Donc, 9 juin 1898, 31 mai 1902, 3 ans, 11 mois et 22 jours, élection 9 juin 1898, réélection 10 janvier 1899, 10 janvier 1899, excusez-moi, 9 janvier 1900, 8 janvier 1901, 14 janvier 1902, législature 7e et 3e République.
7e circonscription, sans doute, 3e République. Prédécesseur Henri Brisson, voilà Henri Brisson, et successeur Léon Bourgeois, voilà Léon Bourgeois. Alors, député des habitants du pays des fromages, 10 novembre 1885, 18 février 1920, 34 ans, ah oui quand même, hein. 34 ans, 3 mois et 3 jours, élection 18 octobre 1885, réélection 22 septembre 1889, 20 août 1893, 8 mai, 1898, 27 avril 1902, 6 mai 1906, 24 avril 1910, 26 avril 1914 et enfin 16 novembre 1919. Circonscription Eure-et-Loir. Législateur 4e, 5e, 6e, 7e et 8e, 9e, 10e, 11e et 12e. Circonscription sans doute 3e République. Groupe politique Union des gauchistes RDG. Républicain progressiste Union démocratique Gauche démocratique RG. Renseignements généraux? Non, peut-être pas. Alors, conseiller général d'Eure-et-Loir. 18 mars 1895, 22 décembre 1919, 24 ans quand même, 8 mois et 4 jours, élection 17 mars 1895, partielle, réélection 28 juillet 1895, 21 juillet 1901 et 28 juillet 1907, 3 août 1913, circonscription canton de la Loupe, prédécesseur Charles Blot et successeur Auguste Rodin. Biographie, bon ça, Paul Eugène Louis Deschanel. Non, pardon. Nom de naissance Paul Eugène Louis Deschanel. Date de naissance 13 février 1855. Lieu de naissance Schalbeek en Belgique. Date de décès 28 avril 1922 à 67 ans. Lieu de décès Paris 16e arrondissement, pays des habitants du fromage. Nature du décès abcès pulmonaire, pleurésie purulente. Bon. Sépulture cimetière du Montparnasse, Paris 14e arrondissement. Nationalité habitante du pays du fromage. Parti politique modéré, ARD, PRD, PRDS, oui bon. Père Émile Deschanel, conjoint Germaine Brice de Ville. Voilà, une jolie femme. Hein. Voilà. Enfant, 3 dons Jean Deschanel. Voilà, son fils. Diplômé lycée Condorcet, faculté des lettres de Paris, école libre des sciences politiques, faculté de droit de Paris. Un homme très instruit, hein. Profession haut fonctionnaire, journaliste, écrivain. Religion, catholicisme. Voilà, chers amis, un petit peu le parcours d'un homme qui a dirigé le pays des fromages sous la Troisième République. Que dire de plus de lui? Vie privée familiale, bon, on a vu un petit peu ce qu'il a été, réputé grand séducteur. Ah bon? Hop là. Un temps amant supposé de l'actrice de théâtre et courtisane. Oh là 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 là. On n'a pas d'image, c'est dommage. Ah. Martine de Florian, Paul Deschanel se voit, prêter l'attention, vraisemblablement à tort, d'épouser une américaine. Bon, ça. Paul Deschanel se marie à l'âge tardif de 46 ans. Ah oui, quand même. Avant cette annonce, son célibat étonné en raison de son âge avancé et son niveau de responsabilité politique. Oui, c'est vrai qu'un chef d'État sans épouse, c'était pas très bien vu quand même après la Révolution. Ascension politique, début, lors de la guerre franco-allemande de 1870 qui a lieu alors qu'il est adolescent, Paul Deschanel s'insurge contre la stratégie de Napoléon III et souhaite un retour rapide de l'Alsace-Lorraine dans le giron des habitants du pays fromage, collaborateur d'Émile de Marsenne, voilà, et de Jules Simon.
près de la crise du 16 mai 1977 et se montre séduit par l'approche modérée des deux hommes politiques. Bon, ben voilà. Implantation en Eure-et-Loire, briguant à nouveau un mandat de député à l'occasion des élections législatives de 1885, pardon. Il bénéficie de la mort de Ferdinand Gatineau, qui s'activait pour l'écarter de l'instauration du scrutin de liste majoritaire, qui favorise les courants politiques plutôt que les hommes. Bon, ça, chacun son point de vue. Hein. Sous la politique républicaine, tout est permis. Premier mandat nationaux, bon, on parcourt pas trop ça. Président de la Chambre des députés, première présidente de la Chambre. Dessin de Charles Léandre illustrant les tensions ayant entouré l'élection de Paul Deschanel face à Henri Brisson. À la présidente de la Chambre des députés, le rire, c'est quoi le rire? C'est quoi? C'est une revue, un journal? Le rire est un hebdomadaire humoristique illustré les habitants du Pays du Fromage publié entre octobre 1894 et 1871. Bon, je vois pas trop l'intérêt de parcourir cette partie, voilà. Retour sur les bancs parlementaires. Paul Deschanel dans les années 1900. Très beau visage apparemment. Seconde présidente de la Chambre, voilà. Exercice de la fonction. Paul Deschanel, l'hôtel de la C. Un hôtel particulier situé rue de l'Université dans le 7e arrondissement de Paris. D'accord. Résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Il est mitoyen du Palais Bourbon. Bon. Paul Deschanel s'apprêtant à accueillir les grands blessés de la guerre avec à sa gauche Édouard Herriot. D'accord. À Paris, Herriot, maire de Lyon. Et à sa droite, le général Meunier. Lyon, septembre 1915. Paul Deschanel, le 7 mai, alors c'est là, le 7 mai 1917, lors d'une conférence interalliée à Paris. Discours de Paul Deschanel en présence de Raymond Poincaré et Georges Clemenceau lors des célébrations du jour de l'indépendance des États-Unis, place d'Iéna, 4 juillet 1918. Paul Deschanel saluant la foule lors des commémorations du 23 août 1919, jour du 5e anniversaire du massacre de Dinant en Belgique, et non pas en France. Pardon, j'ai dit le mot, mais... Élection présidentielle de janvier 1920, bon, on va pas y revenir. Les élections législatives de novembre 1919 sont marquées par une large victoire du bloc national. La coalition conduite par Georges Clemenceau, qui s'étend des principaux partis de droite, la Fédération républicaine FR et l'Alliance républicaine démocratique ARD, à laquelle appartient Paul Deschanel, aux radicaux et socialistes indépendants. Dans la foulée, Paul Deschanel est réélu à la présidence de la Chambre sans concurrent et avec plus de 94% des votants. Rêvant toujours de la présidence de la République, Paul Deschanel décide de se présenter à l'élection présidentielle en janvier 1920, mais il fait face à la candidature inattendue de Georges Clemenceau, auréolé par la victoire de 1918. Dis donc, et donné grand favori. Cependant, le père, la victoire, ne fait pas campagne. Il est pâti de ses nombreuses inimitiés, de son autoritarisme et de sa prétendue faiblesse lors des négociations de paix. Ses opposants le surnomment le père la victoire. De son côté, Paul Deschanel promet de rétablir les relations avec le Vatican, ce qui contribue à rallier à lui la droite catholique et l'action des habitants du Pays du Fromage de Charles Maurras, louant également le fait qu'il a demandé des armements alors que personne ne songeait à armer en pleine crise pacifique de 1905.
Le 16 janvier 1920, à la surprise générale, Paul Deschanel arrive en tête du vote préparatoire des Républicains avec 408 voix contre 389 pour le président du Conseil qui retire aussitôt à ses partisans l'autorisation de présenter sa candidature à Versailles. Le lendemain, l'Assemblée nationale élit Paul Deschanel, seul candidat déclaré par 734 voix. 84,6% des bulletins exprimés. Il s'agit du plus grand nombre de suffrages de parlementaires jamais obtenus par un candidat à la présidence sous la Troisième République. Amer, Georges Clemenceau et ses collaborateurs refusent de féliciter le président élu. Ça, c'est quand même pas normal. Bon, enfin bref. Rancunier, va Clemenceau. Président de la République. Alors, chers amis, je vais devoir vous laisser quelques secondes. Non. Président de la République. Alors, premier mois, on va passer rapidement. On passe état de santé, bon. Dépité par les négociations de la paix et victime avant même son arrivée à la présidence de surmenage et d'anxiété en raison de ses responsabilités durant la guerre, de la réaction de son ouvrage sur Gambetta et de sa campagne présidentielle, Paul Deschanel bascule dans la dépression. Aïe! Lorsqu'il se rend compte de sa marge de manœuvre très réduite dans ses nouvelles fonctions, chacune de ces déceptions renforçant l'avertissement que Raymond Poincaré lui avait adressé sur les faibles pouvoirs du président. Est également sujet à des crises d'angoisse du fait des règles pesantes auxquelles il est astreint, nombreuses cérémonies, protocoles millimétrés, mesures de sécurité très contraignantes, etc., 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 et à son inexpérience à la fonction du pouvoir exécutif. Ah, mais ça, bon. Plusieurs interlocuteurs perçoivent des signes de nervosité chez Paul Deschanel avant même son élection à l'Élysée. Décrit de longue date comme sensible et émoli, il aurait été particulièrement éprouvé par le conflit mondial, les négociations qui ont suivi et par sa campagne présidentielle. L'écrivain Pierre Barthélemy Gueusy, voilà, s'est dit bouleversé de constater les ravages creusés sur son expressif visage, soulignant que l'insomnie a blêmi son front et assombri ses yeux, et qu'il est visiblement affecté par les menaces sur la paix européenne, ainsi que par son sentiment d'impuissance dans ses nouvelles fonctions. Son biographe Thierry Billard fait état d'une dégradation de son état de santé après son ascension à la présidence. Voilà ce que déclare son biographe. Il mesure, je le cite, il mesure enfin l'étendue de son impuissance. Il ne voulait pas être une potiche. Il l'est par la force des habitudes. Son rêve de réformer les institutions en devenant président de la République s'écroule. Paul Deschanel découvre que sur ce point, il s'est trompé toute sa vie, qu'il est un arbitre sans sifflet ni carton rouge. Il est tragique de constater que son ambition de devenir chef de l'État l'a empêché de voir qu'il ne pourrait rien faire une fois élu. Paul Deschanel a l'impression d'être en prison. Il ne peut rien dire. Retenu par l'obligation de réserve, son impuissance l'accable et le déprime. Ah, bon ben. Alors démission, on va rapidement. Sous la pression de son entourage et de ses alliés, Paul Deschanel retarde son départ de l'Élysée. Après l'incident du train, alors que ses médecins lui ont indiqué qu'il ne pourrait être guéri que s'il s'astreignait à un repos total, il présente sa démission, mais Alexandre Millerand le convainc de revenir sur sa décision avec sa famille tout en se tenant informé des affaires de l'État. Il séjourne pendant quelques semaines au manoir de la Monteillerie dans le Calvados, puis au château de Rambouillet à partir de juillet 1920, mais reste rongé par l'angoisse de la culpabilité.
Son état de santé ne s'étant pas amélioré, il confie au chef du gouvernement la mission d'annoncer sa démission au Conseil des ministres du 17 septembre et quitte l'Élysée le 21 septembre. Dans le message qu'il fait lire à la Chambre par Raoul Perret, au Sénat par Léon Bourgeois, voilà, il indique: Mon état de santé ne me permet plus d'assumer les hautes fonctions dont votre confiance m'avait investi lors de la réunion de l'Assemblée nationale du 17 janvier dernier. L'obligation absolue qui m'est imposée de prendre un repos complet me fait un devoir de ne pas tarder plus longtemps à vous annoncer la décision à laquelle j'ai dû me résoudre. Elle m'est infiniment douloureuse, et c'est avec un déchirement profond que je renonce à la noble tâche dont vous m'aviez jugé digne. À l'instant où je me retire, j'ose émettre le vœu que les représentants de la nation, dont la concorde patriotique fut le puissant auxiliaire de la victoire, maintiennent dans la paix leur union pour la grandeur et la prospérité de cette France adorée, au service de laquelle j'avais voué ma vie et qui aura ma dernière pensée. Alors, devant les préparatifs de réunion de l'Assemblée nationale, bon, etc., en vue de l'élection des nouveaux présidents, l'action française de Charles Maurras déplore la rapidité du régime démocratique à enterrer les vivants, seul comptant, selon le quotidien, fait place à prendre. Alexandre Mitterrand succède à Paul Deschanel le 23 septembre 1920. Bon, retour en politique, il fait un petit retour. Président de la commission, lors d'une réunion en vue des élections sénatoriales, voilà, recevant Robert Deflers, avec le général Fayolle, voilà, héros de la guerre 14-18, je rappelle, lors d'un hommage à François Séverin Marceau. Voilà. Voilà. Mort et obsèques alors à la mi-avril 1922, après les fêtes de Pâques, Paul Deschanel fait une rechute à la suite d'une grippe en sortant prématurément de chez lui. Alité souffrant d'un abcès pulmonaire et d'une pleurésie purulente, il est soigné à domicile par deux médecins qui, devant la dégradation de son état procédant le 27 avril à une ponction pleurale, le lendemain matin, l'ancien président subit une intervention chirurgicale au cours de laquelle il se voit retirer deux côtes. Sans avoir repris connaissance, il meurt finalement dans l'après-midi à l'âge de 67 ans. Ouais, il n'est pas mort. Voilà, les obsèques nationales de Paul Deschanel. Ici, inauguration d'une statue en hommage à Paul Deschanel en présence notamment de Louis Barthou, voilà, et de Raoul Perret, et du général Lasson. Nogent le retrouve, 24 octobre 1926. Alors, dans les loges funèbres qu'il prononce lors de la rentrée parlementaire du 23 mai, le président de la Chambre, Raoul Perret, déclare: Paul Deschanel incarnait avec une rare perfection les vertus maîtresses de la race. Il fut l'une des grandes voix de la patrie. Hélas, il s'est endormi sur un rêve inachevé, frappé par un destin tragique. Le président du Conseil, Raymond Poincaré, lui rend également hommage. Parlementaire accompli, orateur magnifique, fervent patriote, Monsieur le Président Paul Deschanel a été, durant toute sa vie, le fidèle défenseur de la République et des institutions libres. Le pays des fromages gardera le pieux souvenir d'un homme qui l'a passionnément aimé et toujours noblement servi. Positionnement partisan, bon, on va pas trop lire ça. Vision institutionnelle. Voilà, chers amis, voilà, économie et sociale. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il fait partie des artisans d'une république modérée. D'accord. Il axe ainsi son programme sur la question sociale, qu'il pose davantage en termes de morale et d'éducation que le problème économique.
économique, pardon. Considérant que la République n'est plus seulement l'expression politique, mais l'ex- l'expression sociale de la démocratie. Oui, bon, le mot démocratie, hein, politique extérieure. La politique étrangère est le sujet favori de Paul Deschanel, qui est notamment membre de la Société d'histoire diplomatique. Bon, ben voilà, hein, un homme de grande vertu quelque part. La patrie de Richelieu et de Colbert sera-t-elle condamnée à vivre sur elle-même, ou bien au contraire doit-elle rechercher avec prudence mais avec ténacité l'accroissement de territoires, de population, de richesses, etc., etc. Paul Deschanel, donc un discours de 1883, la question du Tonkin. Voilà, pour l'homme, nous avons vu ce que vaut cet homme. Laïcité, religion, alors favorable à la séparation des églises et de l'État. Bon, mais ça, c'était la période 1900-1905. Hein. Écrivain et orateur, ici Paul Deschanel s'apprêtant à prononcer le discours à l'Académie des pays habitants du fromage. Voilà, apparence et personnalité, détails et mandat et fonction. Bon voilà, je vous ai fait un petit peu le parcours, le principal, mesdames et messieurs qui me suivaient et m'écoutaient. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi. Écoutez, je vais arrêter là la vidéo parce que voilà, j'ai des choses à faire. Adversaire historique de Paul. Alors, Henri Brisson, adversaire historique de Paul Deschanel à la présidence de la Chambre, après l'avoir battu de 1898 à 1901, le député d'Eure-et-Loir s'incline en 1911 face à cette figure du radicalisme. Décidément, en République, on se bat beaucoup. Hein. On se bat beaucoup. Alors, Léon Bourgeois qui parvient à déloger Paul Deschanel de l'icône de la C à l'issue des élections législatives de 1902. Ah bon? Alors qu'il a fait son éloge, il le détrône. Ma foi, pourquoi pas, hein. De toute façon, en République, voilà la plaque commémorative. La tombe de la famille Deschanel au cimetière du Montparnasse. Allée Paul Deschanel, Paris 7e, vue du quai Branly. Statue de Paul Deschanel, place Saint-Paul à Nogent-le-Rotrou. Plaque sur l'avenue Paul Deschanel en Belgique, hein, dans sa ville natale. Buste de Paul Deschanel par Ernest-Henri Dubois, 1925, un musée de Nogent-le-Rotrou. Plaque apposée sur sa maison natale, rue de Brabant, en Belgique, hein, à Schelbeek. Lila des habitants du fromage, Syringa, Vulgaris, Paul Deschanel. Voilà, chers amis. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon début de semaine puisque vous prendrez cette vidéo lundi. Merci à vous de m'avoir suivi. Pour moi, c'est dimanche. Alors écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Soyez heureux en famille, entre amis. Et puis surtout, bon début à vous de votre production artisanale, commerciale, entrepreneuriale ou salariale. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.